Quel est le sens du voyage ? Que dit-il de nos rapports au monde ? Qu'est-il en mesure d'apporter à nos vies déjà bien remplies ? Peut-il être une voie d'émancipation pour celles et ceux qui l'engagent ? Peut-il redéfinir les manières de se rencontrer et de faire société ? Quelles peuvent être ses existences dans le monde complexe d'aujourd'hui et celui que l'on désire pour demain ? Bonjour et bienvenue dans le podcast De Vive Voix. Je suis Anthony, la personne qui se pose toutes ces questions. Pour y répondre, je t'invite à sortir des sentiers battus du tourisme de masse. Partons ensemble à la rencontre de celles et ceux qui pensent et expérimentent le voyage différemment, afin de comprendre quel sens ils donnent à leur mise en mouvement. Accroche-toi bien à ton siège, à ta selle ou à tes bâtons. L'aventure sonore que nous allons vivre ne va pas te laisser indemne. Après tout, il n'y a pas de véritable voyage sans profonde transformation de soi et du monde. Et si le voyage, ce n'était pas simplement se déplacer, mais prendre le temps d'être transformé au contact d'autres réalités ? Geoffrey conte dans cet épisode les aventures qu'il a vécues en Colombie. Des immersions dans différents lieux en marge de la société qui ont bouleversé à jamais son regard sur le monde. C'est en décrivant avec précision les décors, les joies de l'inconfort et la rudesse des conditions d'existence que Geoffrey nous plonge dans le torrent sans fin de la vie. Vous vous apprêtez à découvrir les rencontres qui ont changé sa vie, les efforts qui ont modifié son corps, les connexions qui ont élevé son âme. Accroche-toi, il se pourrait que tu sois aussi bouleversé que je l'ai été à l'écoute de ce récit. Belle écoute. Bonjour Geoffrey. On réalise cet entretien depuis ta tiny house qui est située dans la Drôme. C'est un cadre que je trouve particulièrement agréable pour échanger. Merci de m'accueillir chez toi ici, c'est super chouette. Comment tu vas ? Salut Anto, écoute, moi je te remercie de venir jusqu'à moi. C'est super cool de t'avoir là, sous l'ombre de notre platane ici. Et écoute, ça va, on en parlait avant l'interview que c'est une période très particulière pour moi en termes de santé mentale. C'est à la fois très prenant, très perturbant, très challengeant, mais en même temps très riche. Donc à la fois très heureux d'être là pour partager des expériences sur le voyage et en même temps dans une posture assez posée et tranquille aujourd'hui, un peu fatigué. Voilà. Je pense que ça va être un entretien hyper intéressant, hyper chouette. Je sais que tu as un parcours hyper inspirant, donc je suis très content de pouvoir l'évoquer avec toi maintenant. Un parcours qui est jalonné de pas mal de prises de conscience, de pas mal d'étapes. Et c'est ces dernières justement qui t'aiguillent dans ta vie. Je voulais revenir tout d'abord un peu sur ton enfance que tu as vécue à la campagne. Et tu as tant bien que mal essayé de te faire une place dans un milieu qui te ressemblait pas trop, dans lequel tu te sentais pas à ta place, que tu qualifies de très masculin parce que tu faisais notamment du rugby, où tu t'obligeais un peu à suivre les dictats de la société afin d'être comme tout le monde, valorisé socialement. Comment tu as vécu cette enfance ? Écoute, t'as très bien résumé. Et je risquerais de répéter tes mots puisque ouais, c'est ça en fait aujourd'hui, et peut-être que ça évoluera avec le temps et notamment avec le travail que je suis en train de faire sur moi, mais pour l'instant aujourd'hui c'est vrai que c'est une vision assez difficile que j'en ai de ne jamais m'être senti vraiment à ma place quand même j'étais plutôt entouré et aujourd'hui via les prises de conscience que j'ai, je me rends compte, je commence à comprendre aussi pourquoi. Et ouais, il manquait pour moi beaucoup d'empathie, de sensibilité dans le milieu dans lequel je grandissais. Puis moi, avec un gros manque de confiance en moi, un peu peut-être aussi comme tous les jeunes, de chercher à faire sa place, d'être intégré socialement. Ouais, j'ai mis longtemps. C'est que depuis ces dernières années, finalement, aujourd'hui j'ai 30 ans, que j'ai l'impression de me sentir dans des groupes sociaux qui me correspondent vraiment, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'après, justement, cette enfance, le lycée général, etc., tu as fait des études. Tu t'es d'abord lancé dans le paramédical.
Tu as suivi un peu la voie toute tracée qu'on te proposait, en tout cas le bac S, etc. Et tu arrives à Lyon, donc dans une grande ville, c'est un peu la grande découverte parce que ben, tu as été à la campagne. Tu découvres qu'on ne dit pas bonjour aux gens et qu'on ne peut pas s'évader en forêt, c'est ce que tu mets sur ta petite histoire sur le site internet. Tu es déboussolé et tu fais la rencontre d'une coach en orientation et là, il y a un premier déclic, une première étincelle qui se produit. Tu indiques que c'est la première personne qui a changé ta vie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quel a été ce premier déclic? Ouais, avec plaisir. En tout cas, ce que je comprends aujourd'hui, justement, de mon chemin personnel, c'est la suradaptation dont j'ai fait preuve, on en parlait juste avant, qui fait que j'étais super obéissant, très bon élève, avec des bons résultats, pour me mouler à ce qui était attendu de moi. Et j'ai eu un parcours scolaire qui fonctionne très bien, tu vois, sans pour autant qui m'ait rendu vraiment fondamentalement heureux finalement. Donc en troisième, ben, je fais pas d'études pro, hein, je vais au lycée. Au lycée, je vais en S. En S, je passe mon bac, très bon résultat. Mon père, lui, voulait que je fasse médecine. Et moi, j'avais postulé en cachette dans une école d'art. Mais j'y connaissais rien. Vraiment, l'art, c'est un milieu qui est totalement absent de mon environnement social à cette époque. Donc je postule au hasard dans une école au hasard, quoi. C'est juste que c'est à Lyon, c'est sur Postbac, c'est la plateforme, et go, quoi. Et je suis pris, mais pas une seule seconde, je crois que j'imagine pouvoir y aller. Et, et je vais en paramédical pour suivre un peu finalement ce que voulait mon père, je crois. Et en même temps, je suis tellement curieux et intéressé par tout que j'aurais pu tout faire, juste pour apprendre. Mais comme tu dis, à 20 ans, j'ai la chance de rencontrer Véronique, qui est une dame qui se dit coach en réorientation scolaire et professionnelle. À l'époque, je savais même pas que ça avait ce nom-là. Et en fait, je vis un rendez-vous qui bouleverse ma vie parce que pour la première fois, je rencontre quelqu'un qui met les mots sur qui je suis fondamentalement et pas sur ce que je dois être. Et jusqu'à maintenant, je me sentais tellement pas légitime d'être attiré par d'autres choses que ce qu'on attendait de moi. Je pense à l'aventure, au voyage, à l'expérience, aux émotions intenses, à l'adrénaline euh, et à la sensibilité aussi. Bref, ouais, il en découle un truc complètement incroyable sur la lecture de ma personnalité, que moi je comprends du coup. Et aujourd'hui, j'ai un petit document imprimé par sa part à l'époque, hein, c'était il y a 10 ans, que j'ai toujours avec moi dans un tiroir méga accessible. Et à chaque fois que je le réouvre, j'apprends soit des choses nouvelles encore, de me dire putain, j'avais encore pas saisi, j'avais encore pas les clés pour saisir ces lignes-là, ou inversement, celles que j'avais plus ou moins déjà saisies, je les intègre encore plus, et ça me fait un bien de ouf, parce que quand je dis ça, c'était le premier truc qui parlait de moi-même, avec des mots qui étaient les miens, enfin, qui parlaient de comment je fonctionnais, et pas de comment je devrais fonctionner. Et en fait, là, je réalise en te parlant que c'était le premier document qui m'amenait à ne plus être suradapté, mais à être juste moi-même. Et suite à ça, j'arrête mes études en paramédical, ce qui a été un gap énorme. On pourrait rien que pour ça, on pourrait en parler pendant une heure, quoi, de tout ce que ça entraînait familialement parlant, comment j'ai dû l'amener à mes parents aussi, comment ça a été quoi leur réaction, ça a été vraiment dur. Et mon père m'a pas parlé pendant plusieurs années derrière. Et déjà qu'il parle pas beaucoup, enfin tu vois, c'est ce truc de campagne où il n'y a pas de communication. Et quand j'ai changé d'études pour archi d'intérieur, pour eux c'était un scandale, pour mes parents, il n'y avait pas de travail, tout ça. Ma mère a vite pris le pli, mon père pas. Et du coup, j'ai fait 5 ans d'études d'archi d'intérieur. Au début, en mode ouais, ça y est, je vis enfin ma vie, je suis autonome, je suis indépendant. À moi la créativité. Et en même temps, à peine arrivé, je me rendais compte de nouveaux conditionnements, d'un nouveau Geoffrey qui devait à nouveau s'adapter. Je me rendais pas trop compte, hein, là, le mot adapté, je l'utilise depuis vraiment pas longtemps. Très vite, en fait, je me suis redit, mais qu'est-ce que je fous là? Et puis, il y a eu ce parcours en parallèle d'un père qui a eu un comportement que moi je vivais comme méprisant. Du coup, c'est marrant comme ça m'a sûrement influencé sur le fait de développer énormément de projets. Enfin, tu vois, de vouloir faire mes preuves, la quête de reconnaissance sans m'en rendre compte. Ça m'a donné à la fois, je pense, beaucoup de force et en même temps beaucoup de tristesse et de coups durs. Et pendant ces 5 ans d'études, donc de 20 à 25 ans, je montais énormément de projets. De la permaculture à l'archi, en passant par du graphisme, à retaper le van qui est dans le jardin actuellement pour pouvoir vivre dedans. Un blog, j'ai commencé à écrire un livre sur les cours architecturaux, enfin des projets à l'infini. Je pense que c'était une grosse quête de rattraper un peu ce temps perdu à pas être moi-même. Voilà, je me suis beaucoup épuisé à travers tout ça jusqu'au diplôme où j'étais écœuré de ces études d'architecture d'intérieur qui rentraient pas dans mes valeurs. C'est un milieu que je trouvais conservateur, consumériste, superficiel, et que les solutions un peu alternatives, elles étaient trop rares à mon goût, trop difficiles à trouver, trop marginalisées, qui fait qu'à 25 ans, à la fin de mes études, bon, je passe mon diplôme, mais c'est horrible, j'ai une tutrice de diplôme
qui me plaque au sol vraiment psychologiquement parlant. Ça a été vraiment difficile et puis j'étais en burn-out avec finalement tous ces projets. J'avais 3 ou 4 boulots, j'étais prof aussi en même temps, je commençais à être prof qui est aujourd'hui un métier passion pour moi. Et du coup, il y a eu un gros coup dur, ça a été une séparation amoureuse. J'étais avec une chérie à l'époque qui s'appelle Marie. Et un jour je comprends que il y a des choses qui se passent dont je suis pas au courant et là c'est vraiment le coup de trop. Et je me souviens dans mon appart à Lyon justement en PLS, en train de pleurer là dans mon salon par terre en comprenant ce qui se passe. Et là je décroche la carte, la map monde qui est au mur. Et en pleurant, il y a une voix intérieure en fait qui me dit, c'est une voix que j'ai eue à 18 ans, qui me disait de partir en sac à dos avec un pote, qui m'avait proposé ça, que j'ai pas fait. Et cette voix je l'ai étouffée pendant 7 ans. Et c'est des trucs qui revenaient de temps en temps, partir. Et là, j'avais plus rien. Et cette voix, elle est remontée, tu vois, elle m'a dit, maintenant, Geoffrey, que t'as plus rien. Viens, on s'écoute et on y va. Vraiment, j'ai entendu ça. Et en quelques jours, j'avais mes billets. En quelques semaines, j'étais parti pour la Colombie. Je voulais qu'on revienne dans les détails sur cette expérience complètement fondatrice qui a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Cette immersion en Colombie, elle va vraiment changer ta vie. Comment se font ces premiers pas en Amérique latine? Quand j'avais l'envie de partir, il y avait une part de moi qui avait envie de partir via un truc un peu humanitaire. À l'époque, je commençais à me méfier de ça aussi, mais j'en avais pas encore totalement conscience. Ma sœur ayant fait de l'humanitaire en Indonésie et a été la première personne qui me révélait un peu en fait les travers qu'il y a derrière ça. Elle, c'était notamment en termes financiers, c'était de l'argent qui allait finalement à la personne qui gérait l'ONG et rien n'était fait pour vraiment pour la localité. Ils faisaient semblant de faire ils faisaient des routes pour dire de faire quelque chose. Et puis donc je me suis posé ces questions de où va aller l'argent. Est-ce qu'il y a vraiment une intégration locale et sociale? Est-ce que c'est pas un espèce de colonialisme déguisé? Est-ce que c'est pas un tourisme humanitaire? Est-ce que c'est pas un truc pour me donner bonne conscience? Je me posais beaucoup de questions mais je sais pas, j'avais quand même ça en moi. Et donc je me suis rapproché de l'Abeille Asso, qui est une asso française qui va dans le monde pour aller justement vérifier des ONG, des assos. Donc il y en a très peu référencées sur leur site parce qu'elles sont elles sont très peu nombreuses, les filles qui gèrent ça. Et c'est sur cette plateforme que j'ai trouvé une petite ONG locale en Colombie. C'est pour ça que je suis parti en Colombie parce que je pensais pas. Au début, je pensais aller en Asie. L'Inde m'appelait beaucoup à cette époque et finalement, je suis parti en Colombie. Et parce que j'ai trouvé cette petite ONG locale en Colombie qui était en milieu rural et je cherchais un truc qui soit relativement autonomisant, où je vienne pas pour une mission particulière et qui laisse la place pour soit continuer des projets existants, soit pour apporter des nouvelles idées. Ça avait l'air assez ledge, justement, assez libre. Et quand j'ai contacté le fondateur de l'ONG là-bas, ça s'est super bien passé le feeling. Du coup, je me suis dit, allez, let's go, c'est là-bas que je vais aller. Donc, quand j'arrive en Colombie, je suis accueilli par César qui gère l'ONG. Et le lendemain, il m'amène à Las Colonias, qui est donc le bidonville, nous on dirait ce mot-là, même si moi je l'aime pas, parce que je le trouve très péjoratif, qui est un petit quartier défavorisé de Colombie. Comme la Colombie, on compte des milliers. Un quartier insalubre, illégal, qui a été formé par les déplacés du pays qui fuyaient les violences du pays, la situation politique il y a quelques années, qui, comme tous là-bas en Colombie, ont essayé de trouver des endroits plus en paix et ou avec du travail. Ça arrive à Pereira, la plus grande ville du coin, ne trouve pas de travail et puis en fait s'agglutine sur les bords de la ville jusqu'à, nous on était à 30-40 minutes en bus du centre, enfin de la ville. Et donc c'est un quartier qui naît de picoques de planches et de plastique, puis petit à petit de planches de bois, de bambou, puis de toitures en métal. Certaines commencent à être en briques. Il n'y a pas d'institution, donc il n'y a pas de police, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de tout à l'égout, tout va dans la rivière, tout va dans la rue qui est en terre battue. Il y a les lecs et il y a le gaz depuis pas si peu de temps. Et donc oui, c'est illégal parce que bien évidemment, personne n'est propriétaire des terres sur lesquelles ils s'installent. Ça appartenait à quelqu'un, mais juste les gens se sont entassés au fil des années comme ils ont pu. Et donc voilà, c'est là où je débarque. Donc en fait, pour le coup, j'arrive dans la Colombie profonde, quoi. Tu vois, dans la réalité de la Colombie, même s'il y a plein de réalités. En tout cas, moi j'étais dans celle-là. Et je découvre la réalité de ces quartiers-là, de gens qui s'entassent ici, qui vivent à 5, 6, 7 dans des petites maisons, souvent avec la maman, souvent le papa est plus là, qui a je sais pas combien d'enfants. Peut-être qu'en fait les enfants, c'est même ça, les grands-parents qui s'en occupent parce que la mère, elle s'en occupe pas. Peut-être que c'est parce qu'il y a d'autres problèmes. Moi, je vivais notamment chez Mamita, enfin je l'appelais Mamita, c'était ma petite mamie colombienne finalement. J'ai fini par vivre chez elle. Euh, et on convivait avec, je sais pas, 4, 5, des fois 6 de ses petits-enfants, un de ses fils.
Et donc, ce sont des maisons qui n'ont aucune isolation, par exemple, acoustique, dans le sens où le mur, c'est une paroi de bambou fendu, ou un rideau, simplement un rideau. Quand je suis arrivé, je vivais chez Luce, où à l'étage, le sol, c'est des planches ajourées, donc on voit en dessous. Les murs, c'est des planches ajourées, donc on voit à travers. On peut voir chez le voisin, on entend le voisin, on sent l'odeur de la cuisine du voisin. Si le voisin met la radio toute la nuit, on dort avec la radio du voisin. Il y a une ampoule en haut qui va éclairer les 3 pièces séparées par des rideaux. Et en bas, il y a une douche et un WC sommaire avec de l'eau froide, hein, bien sûr. On marche un peu sur la terre battue en bas et il y avait une cuisine avec une ampoule aussi. En bas, il y avait qu'une ampoule, donc il fallait la dévisser dans la cuisine, qui est juste des planches avec un frigo, une bouteille de gaz et des plaques à gaz et un évier. Et dévisser l'ampoule pour la mettre côté salle de bain, côté douche et WC, ou alors on le faisait pas et on se douchait dans le noir, quoi. Tous les fils sont apparents. À l'évier, il y avait une chaussette d'accrocher pour faire un seul et même filet d'eau et pas que ça parte dans tous les sens. Une chaussette qui, bien évidemment, était toute moite et puante. Voilà, et puis dans la rue, c'était beaucoup de produits chimiques qui s'écoulent des maisons, des ménages, les douches, les déchets, tous les déchets, tous les emballages plastiques, ça va dans la rue. C'est bombardé de malbouffe, de bonbons, de chocolat. Les sodas sont moins chers que l'eau. Voilà, c'est assez catastrophique malheureusement et en même temps tellement rempli de solidarité et d'amour et de sens de l'hospitalité comme j'ai jamais vu, qui est un peu un truc qu'on entend toujours des voyages. Ah ouais, j'étais impressionné par l'hospitalité des gens, etc. Bah là, franchement, moi j'ai pris ma claque de ces gens qui ont rien et qui te donnent. Enfin, vraiment, ça paraît cliché, mais là, je l'ai reçu bien dans ma gueule, hein. Et donc j'arrive au départ au sein de cette ONG, petite ONG locale pour le coup, où l'argent allait directement à la famille chez qui je vivais et au quartier. Ça coûtait très peu cher et je trouve ça très honnête en fait du coup, parce que j'ai des amis qui partaient en humanitaire via des gros sites internet et tout, ils payent des milliers d'euros par mois, enfin des milliers d'euros, ouais, 1000 balles par mois, sous prétexte que c'est déductible d'impôts, etc. Dans des pays où la vie ne coûte rien pour nous et je me demande mais où va cet argent? Voilà, c'est des sujets qui peuvent relativement m'énerver. Et voilà, ouais, je sentais que c'était une ONG qui était vraiment dans l'intégration et dans. Je suis arrivé, je demandais alors on fait quoi? César me dit bah ça c'est les Français à chaque fois qu'ils arrivent, ils veulent tout de suite faire un truc. Et, et son approche c'était vis juste avec les gens et tu verras ce qu'il faudra faire. Enfin, et moi j'ai eu trop du mal au début à lâcher prise. J'ai eu trop du mal au début à lâcher prise je suis pas là pour produire, pour faire. Moi, je voulais partir et qu'il y ait une oasis autonome derrière moi. Tu vois, j'étais à cette époque obsédé par ces oasis d'émergence pour rendre un monde meilleur. Et je pensais faire plein de trucs comme ça. Et en fait, petit à petit, j'ai oublié le côté de volontaire dans une ONG. Et je suis devenu habitant du quartier. Et je me suis aperçu qu'en devenant habitant du quartier, c'est là où j'apportais le plus. Parce que j'accompagnais les enfants sur leurs devoirs en faisant des dessins, parce que en fait on se mettait à parler français parce qu'ils avaient envie d'apprendre le français ou pas, parce que des fois il y a un truc aussi, mais tu vois, c'est ces trucs humanitaires, on va aller apprendre le français aux enfants, mais est-ce qu'ils ont envie d'apprendre le français, est-ce qu'ils ont besoin d'apprendre le français? En mangeant sainement, tu vois, je me rendais compte que juste en mangeant sainement, en fait, j'avais un impact énorme autour de moi. En faisant des étirements, je me suis rendu compte que c'était en étant simplement habitant du quartier que j'apportais le plus. Donc voilà, quand je suis arrivé en Colombie, je suis arrivé dans ce climat-là. Et du coup, enfin, comme tu dis, tu es devenu habitant du quartier. Combien de temps t'es resté dans ce quartier et qu'est-ce qui te motivait en fait à rester ici plutôt que d'aller ailleurs? Du coup, est-ce que je peux te raconter un peu le contenu global de ce voyage, les différentes étapes que j'ai faites? Parce que donc je suis parti 6 mois. En fait, je suis parti à la base avec un avion retour au bout de 3 mois, mais en me disant peut-être que je peux rester plus et je sais pas si ce sera possible. Donc j'arrive à Las Colonias, quartier dans lequel je m'intègre de plus en plus. Et je m'aperçois que c'est exactement ce que je voulais vivre dans ces conditions-là et avec ces gens-là. Et quand des fois d'autres volontaires viennent, déjà ils sont un peu plus abasourdis que moi par les conditions misérables et difficiles et restent beaucoup moins longtemps. Et des fois ils partaient faire quelques sites touristiques qu'il y avait à droite à gauche. Et moi ça ne m'attirait mais pas du tout, quoi. Vraiment là j'étais dans ce quartier-là. Je suis resté bien un mois ou deux au début à Las Colonias. Et c'est devenu du coup un peu mon camp de base. Je suis allé faire d'autres choses en Colombie. Mais à chaque fois, je partais de Las Colonias. Je laissais mes affaires, je prenais un sac à dos, je partais quelque part, je revenais à Las Colonias, je partais quelque part, je revenais à Las Colonias. C'était devenu ma maison. Mis bout à bout, je sais pas combien de temps je suis resté à Las Colonias.
Ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai rencontré des représentants d'une communauté indigène qui s'appelle les Arhuacos, qui vivent dans le nord de la Colombie. Et moi, c'est ouf ce voyage, comme j'ai vu à quel point tout s'alignait pour moi quand on est. Je me disais, quand on est sur le chemin qui est le nôtre, tout se présente. Et à peine arrivé en Colombie, tout s'est présenté. J'avais envie de vivre dans la réalité de ces quartiers fragiles. Je l'ai vécu. J'avais envie de rencontrer des communautés. Est-ce que je peux dire ancestrales? Est-ce que je peux dire authentiques? Est-ce que je peux dire indigènes? Tu vois, c'est difficile aujourd'hui, tous ces mots, je ne sais plus lesquels sont exclusifs, inclusifs, irrespectueux, respectueux, colonialistes ou pas. Mais en tout cas, de ces communautés-là. J'avais envie aussi de découvrir la spiritualité amérindienne. Et en fait, tout s'est présenté à moi pendant ce voyage-là. Donc là, je rencontre les représentants de la communauté indigène Los Arhuacos, qui sont dans le nord de la Colombie, dans la Sierra Nevada, Santa Marta, montagne sacrée du nord de la Colombie, où vivent différents peuples. On connaît beaucoup les Kogis en France. On entend beaucoup parler des Kogis. Et je leur demande si je peux venir vivre avec eux et découvrir leur culture. Et je m'adresse à ce moment-là à Duavico, qui est un mamo, un sage de la communauté indigène. Les mamos sont les sages que nous, peut-être qu'on emploierait le mot chaman, mais là-bas, personne n'utilise ce mot-là. Et donc, ils me disent qu'ils ont justement à cœur de recevoir des bunachis, des non-indigènes, pour partager leur culture, mais aussi pour nous soigner. Parce que les mamos, ils lisent en nous comme dans un livre ouvert. Et moi, j'ai vu des trucs de ouf. Et du coup, ils voient qu'il y a des choses à soigner, entre guillemets, et c'est leur rôle, en fait. Et donc, pour toutes ces raisons, je me retrouve quelques semaines après à traverser la Colombie en bus, en passant par quelques points. Toi, je passe à Medellín, et en fait, j'y passe une nuit, et ça me saoule, ça m'intéresse pas. Je vais faire quelques points touristiques, c'est cool, mais en fait, je trace pour le nord de la Colombie. Et là, par exemple, je vis un truc tout bête. J'aurais pu prendre l'avion. À cette époque-là, bon, j'étais déjà méga impliqué écologiquement, mais pas finalement autant qu'aujourd'hui. Et la question se posait de prendre l'avion. Ça me paraît improbable aujourd'hui. Et puis, je prends le bus comme tout le monde en Colombie. Et je me dis, waouh, mais tout ce que j'ai vécu en bus, que j'aurais pas vécu si j'avais été là-haut. Alors, quand même, les bus sont longs, inconfortables, c'était la misère. Et, euh, et donc, je débarque dans le nord de la Colombie. Je retrouve petit à petit Duavico pour monter, donc dans la montagne où ils habitent, à 4 heures de marche du dernier village. Il y a 7 passages de rivière à passer. Et on arrive là-haut à la ferme de Juan, son frère. Et il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de réseau. Et là, je vis 2 mois auprès des indigènes Arhuacos, perdu au milieu de tout. Une communauté qui ramasse du coton pour filer et tisser ses propres vêtements, qui fait ses sacs et ses vêtements avec la laine de leurs moutons, qui cultive ce qu'ils mangent, qui utilisent l'eau de la rivière pour vivre, et qui ont une connexion spirituelle à la nature qui est ahurissante. Et ça a été une énorme étape de mon voyage. Est-ce que tu veux que j'en parle ou est-ce que tu avais d'autres questions avant? Non, non, vas-y, j'étais en train de t'écouter, c'était passionnant. J'écoute une histoire là et j'ai juste envie d'entendre la suite. Eh bah écoute, c'est parti. Donc je débarque chez les indigènes Arhuacos. J'étais parti pour 2 ou 3 semaines avec eux et finalement j'y serais resté 2 mois. Et maintenant quand je pense au Geoffrey qui débarque là-bas, j'avais 25 ans, j'étais un bébé en fait quand j'y pense. Et là je me dis waouh ce que je vis. Donc je débarque avec, donc c'est une famille. Il y a Juan et Gunavia, sa compagne, à l'époque ils avaient 2 enfants. Gunavia était enceinte. Il y avait Duavico que j'avais rencontré, qui est le frère de Juan. Donc les deux sont mamos, donc sages de cette communauté avec un peu des rôles et des pouvoirs entre guillemets. Et il y a Eulorio, un troisième frère, qui est là aussi, et Evaristo, un jeune de 8 ans qui est là pour apprendre à devenir mamo. Et là, je découvre la rudesse de cette vie. Et donc déjà, c'est des gens qui parlent très peu espagnol, comme moi à l'époque presque. J'exagère un peu, mais voilà, du coup, ils parlent Niku, qui est leur langue natale, même s'ils parlent de plus en plus espagnol. Donc c'était assez drôle en termes de communication. Des fois, c'était lunaire. Et avec le temps, je me suis aperçu qu'on se comprend avec autre chose que des mots. Ça, c'est ouf. Et donc au début, je suis pas trop du côté spirituel de la chose, même si j'avais une énorme volonté dans mon voyage de ça. Mais je suis là dans plutôt la découverte de l'authenticité, de la rudesse et de la vie comme, presque comme à son origine. Donc il y a des poules, il y a des chèvres, il y a quelques juments ou des mules et de temps en temps, il faut aller les chercher en montagne, les faire redescendre. Faut planter ce qu'on va manger, faut cultiver, faut couper du bois pour se chauffer. Sans bois, il n'y a pas de feu, sans feu, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité, même si on a des frontales. C'est assez ouf d'être déconnecté, coupé du monde comme ça. Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de table, on est assis par terre. Enfin, il y a une vieille table où on pose tout dessus pour cuisiner. On lave avec des cailloux, du sable et de la terre les plats pour nettoyer les plats.
Pour moi, ça a été l'école de la vie en fait. C'est pourquoi le corps humain, d'ailleurs, est fait. On est génétiquement programmé pour ça, puisque pendant des millions d'années, des milliers d'années, on s'est développé pour ce mode de vie-là. Et notre sédentarité, elle est là que depuis un battement de sourcils, depuis à l'échelle de notre histoire. Donc notre corps n'est pas fait pour notre sédentarité, notre mental, notre fonctionnement physiologique, il est fait pour cette vie-là, je trouve. Et là, je me sentais utiliser mon corps d'être d'Homo sapiens. Et d'ailleurs, j'ai vu comme en quelques temps, il a évolué. J'ai vu certains muscles, alors que je fais beaucoup de sport et tout ça, toi, des muscles se dessiner, mais des muscles, tu sens des muscles de la vie, quoi. La souplesse aussi, à dormir, il n'y a pas de lit, donc on dort en hamac, où les photos, elles sont trop géniales pour ça. On dort sur des planches, la tête posée sur un caillou, dans la terre, et ça, je trouve ça ouf. Et, et du coup, le corps, enfin, moi, j'ai jamais réussi à toucher mes pieds et jambes tendus, par exemple. Quand même, j'ai toujours fait des étirements toute ma vie. Et là, un jour, je me lève, je m'étire, je me penche et je touche mes pieds. Je me dis, waouh, comme notre sédentarité, notre confort aussi, nos impacts négativement, finalement, peut-être, à toujours être en tailleur, assis par terre, etc. Je me souviens qu'un matin, je regarde mes ongles, toi, un peu terreux, mes mains marquées par le soleil et la terre. On se lave dans la rivière, enfin, on se rince, quoi. Et je me dis, waouh, mais c'est à ça que je veux ressembler. Je me sentais tellement moi-même à ce moment-là. Et là, j'en parlais avec beaucoup d'émotion. J'avais oublié à quel point je me disais, mais là est ma place. Et je repense à qui j'étais dans mon école d'archi, dans mon lycée, dans mes études au lycée. Comme je m'y sentais pas bien. Et là, je m'y sentais à ma place. C'était ouf. Avec rien, faire des trucs. Avec trois clous et une machette, ben, faire ce qu'on est censé faire pour pouvoir vivre et aménager les cabanes, les maisons. Donc d'ailleurs, la maison, elle est en planche de bois, toit de feuilles de palme. On fait un feu, il y a un feu à l'intérieur qui brûle tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour éviter d'avoir le rallumé, puisqu'on l'utilise en permanence. Donc soit il y a des énormes troncs à l'intérieur pour que ça se consume très doucement et très longtemps, soit c'est plutôt des branches un peu fines pour faire du feu intense et cuisiner. Donc il y a du feu en permanence, on va couper du bois pour se chauffer, mais aussi pour défricher, pour ensuite cultiver. Et rien que ça, en fait, tout est dur. Tout était dur parce que le terrain, il est en pente. Il fait méga chaud. C'est la montagne la plus haute en bord de mer du monde. Nous, là, on était dans un autre massif qui est à la frontière avec le Venezuela. Donc, on est en altitude. On a la chaleur des Caraïbes. Il fait toute la météo en une journée. Il peut faire des pluies tropicales et en même temps très chaud. Il y a des petites mouches, les zancudos, qui nous piquent tout le temps et en permanence toute la journée. On ne sait jamais si on se met en short ou en pantalon. Eux, ils s'en tapent, bien évidemment, hein. Eux, c'est vraiment la culture de l'inconfort. C'est ouf ce que j'ai appris sur l'inconfort. Euh, Quand t'as froid, bah t'as froid. Et puis à un moment, tu seras au bord du feu et t'auras chaud. Quand t'as trop chaud, ben, le soir, tu iras à la rivière et puis il fera nuit, il fera froid, ben, ça ira mieux. Quand t'as faim, ben, à un moment, tu mangeras. Quand t'as soif, ben, à un moment, tu boiras. Et même par rapport à la douleur physique, tu vois, les blessures qui se font en travaillant comme ils travaillent, en vivant comme ils travaillent à 4 heures de marche en montagne, ils vivent avec des blessures que nous, on n'imaginerait même pas. Mais la blessure, c'est une blessure. Et puis de toute façon, bah, faut continuer de faire, sinon on peut pas cultiver, on peut pas manger. Et je me souviens que la pâte qu'ils utilisent un peu pour soigner, comme de l'arnica, un peu pour nous, c'est une pâte vétérinaire utilisée pour les chevaux, les bœufs, etc. Ils disent parce que nos pâtes de Bunachi, de non-indigènes, pour eux, ça leur fait rien du coup. Voilà, donc la vie, elle est faite de ça. On va aller planter du maïs, cultiver du cacao. Tout est dur, tout est exigeant. Couper une branche le matin pour que ce soit un outil l'après-midi qui t'entaille la main finalement. Je pourrais en parler pendant des heures aussi. C'est tellement, tellement, tellement enseignant, tellement différent de tout ce qu'on connaît. C'est un peuple de la rudesse, quoi. Et moi, j'étais fatigué tout le temps, quand même. Je pensais être relativement en bonne condition. Et puis à un moment, il y a eu un switch où je sentais que, en fait, mon comportement d'occidental s'était apaisé pour faire place au comportement local de la marche plus tranquille, du pas plus assuré, du stoïcisme un peu de toute façon, là, on plante le maïs, on plante le maïs. Là, on a chaud, on a chaud. Là, on a froid, on a froid. C'est ouf le rapport au confort comme il a changé pour moi à ce moment-là. C'est un des plus beaux cadeaux que j'ai pu recevoir, je pense. Et petit à petit, Douaviko, je l'entends parler de travail spirituel et je comprends qu'il voudrait que les gens qui viennent là, ils fassent ce travail-là et tout. Et je lui dis, mais Douaviko, pourquoi tu m'en as pas parlé? Moi, j'ai trop envie de ça. Je suis dans un chemin de vie où j'ai besoin de faire ça. Et donc là, je commence à découvrir leur culture spirituelle, qui est une culture spirituelle incroyablement ancrée, puisque dès le plus jeune âge, en fait, ils naissent là-dedans. Pareil, il y aurait des heures de discussion à faire là-dessus et je m'improviserais surtout pas anthropologue. Mais en fait, pour eux, les mamos sont les traducteurs de la terre-mère. Et
Et je disais, ils lisent en nous comme dans un livre ouvert. Après, je rencontre Marc, qui est un autre Français qui arrive là-bas, un peu par hasard comme ça un jour, qui devient du coup un ami de chemin spirituel, avec qui, je sais pas si on aurait fait ce qu'on a fait, si on s'était pas rencontrés, si on n'avait pas été deux. Parce que combien de fois je me disais, vas-y, c'est trop dur, je me barre. Vas-y, j'en ai marre, vas-y, ah non, je vais rentrer. Parce que c'était tellement exigeant. Et donc avec Marc, ils ont lu des trucs en nous, quoi, dans nos vies, qu'on leur a jamais dit, qu'ils auraient jamais pu savoir, qu'on a partagé des fois même à personne. Et on se dit, mais d'où ils sortent ça, quoi. Et en y étant retourné cette année, enfin l'année dernière, j'ai vraiment pris conscience qu'en fait, ils sont des traducteurs d'un truc qui est plus grand que nous. Parce que Douawiko, un jour, il m'a dit quelque chose, un message qu'il venait de recevoir en divinant. Il tape dans les mains en général, il tape dans leurs mains d'une façon très particulière. Et c'est une façon de diviner. Et un jour, il tape comme ça dans ses mains, et puis il me dit Geoffrey, nanani, nanana, il me raconte un truc, un peu sur mon futur, tu vois. Et puis je reviens quelques temps après pour lui redemander de me répéter pour mieux traduire dans ma tête ce qu'il m'avait dit. Il me dit bah moi j'en sais rien. Moi enfin je sais pas ce que je t'ai dit. Et en fait c'est des paroles qu'ils reçoivent, qui transmettent, qui traduisent, mais ils sont même pas conscients presque de ça. Et là j'ai compris leur rôle quoi. C'est des traducteurs de la terre-mère. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, honnêtement on a vu des trucs de malades. Et je sais pas dans quelle mesure on se raconte les choses, tu vois, mais je me souviens de l'expérience d'une amie qui allait faire une retraite avec eux et qui a appris des trucs sur sa grand-mère pendant la retraite. Et quand elle est rentrée en France et qu'elle a parlé à sa grand-mère, elle lui a dit Mamie, est-ce que c'est vrai ça? Et sa grand-mère a fondu en larmes en lui disant mais comment tu sais? Je n'ai jamais raconté ça à personne. Et donc voilà, on a vu des trucs de ouf. Et donc là s'entame notre travail spirituel. Et donc pareil pour le résumé, en gros, tous les matins on se lève à... Eux ils estiment qu'entre 3 et 6 heures du matin, il y a une fenêtre pour se connecter à quelque chose de plus grand, à l'univers. Et petit à petit, on se réveille de plus en plus tôt, à 6 heures, à 5 heures, puis 4h30, puis 4 heures. Puis ça a dû arriver qu'on se lève à 3h30 ou à 3 heures pour aller poser nos fesses sur un endroit qu'ils ont défini par ce qu'ils ont diviné. Moi, j'avais un super promontoire rocheux sur la rivière en bas. C'était ouf. J'étais au-dessus de la bananeraie, du maïs. Et je posais mon cul là, le matin, à 3 heures du matin, en tailleur, jusqu'à 6 heures du mat. Et eux m'orientaient sur un truc à travailler intérieurement. Et ils font pas le travail à notre place, c'est nous qui devons le faire, mais ils nous guident. Et donc là, pendant des heures, je suis là et je commence en tant qu'occidental à me dire ah mais attends, est-ce que je suis assis comme il faut? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Est-ce que à quoi je dois penser? Ah mais là je pense, ah mais là je pense plus. C'est quoi méditer? Est-ce que je dois en main on a des matériels qui sont des objets sacrés qui nous partagent, dans lesquels on va travailler justement, dans lesquels on va charger du négatif par exemple. Et donc je me dis, est-ce que je le tiens comme il faut? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Bref, tout ce pragmatisme et ce truc cartésien qui est là et que je trouvais, qui aujourd'hui, je rigole quoi. Et au bout d'un moment, j'ai eu une déconnexion de ça. Et à force de passer des heures dans la nuit, le cul sur la pierre, à avoir mal au dos, aux fesses, à pas savoir ce qu'il faut faire, il y a eu un jour où j'ai eu un switch. Ce jour où j'ai commencé à me sentir vraiment connecté. Là, j'ai senti notre sixième sens, j'en sais rien, tu vois, un sens qu'on n'utilise plus, qu'on n'exploite plus. Et là, je me suis senti connecté. Là, j'ai senti des trucs. Il n'y avait plus rien à se dire, tout se sentait. C'était oufissime, c'était incroyable. Et c'est des émotions, des états que j'ai vécu après sous plantes psychotropes, avec la culture plus amazonienne. Et là, je l'avais vécu sans aucune plante, sans aucune prise. Et je trouvais ça incroyable de me rendre compte en fait que cet état de conscience modifié, voire augmenté, j'en sais rien, et ben il est atteignable sans rien en fait, juste par un travail personnel intérieur, juste par un lâcher prise de notre intellect. Pouah, mais j'ai trouvé ça incroyable comme expérience. Quand bien même elle était méga exigeante, méga dure, méga confrontante. Ça a été des jours de gratitude et de joie extrême et des jours de détresse et de désespoir énorme aussi. Parce que ça va faire rencontrer tellement de choses. Et eux, le soir, on fait un círculo de fuego, un cercle autour du feu où on va parler justement de notre travail spirituel du matin. Eux, ils vont lire dans nos matériels ces choses qu'on a en main. Ils vont nous dire, bah, demain matin, travaille plus sur ça, pense à ça, à cette période de ta vie, à ce truc-là. Des fois, c'est très métaphorique, on comprend rien. Et si on essaye de réfléchir, ça marche pas. Et si on lâche et que juste on s'assoit avec ça, c'est ouf ce qui vient. Et avec le temps, il y a un travail de la volonté de se dire à 4 heures du mat, sortir de son hamac, dehors il fait froid, humide, on va s'habiller des fois même sous la pluie, on va se mettre sous la pluie sur notre pierre à s'asseoir et pendant des heures à pas savoir ce qui va se passer. Et après aller se baigner dans la rivière parce que c'est un protocole pour se décharger de tout ça, se nettoyer de tout ça. Il est 6 heures du mat, il fait froid. Et au bout d'un moment, je me rends compte à quel point la volonté, c'est ce truc de... C'est la première seconde qui est difficile
Et une fois que c'est parti, ça se fait tout seul. Voilà, et donc ça a été comme ça pendant des semaines et des semaines. Je me souviens qu'à ce moment-là, je voulais vite repartir pour aller faire d'autres trucs, notamment de l'alpinisme. Je voulais aller faire de l'alpinisme et j'imaginais déjà la photo Instagram, le truc raconté aux copains, à la famille, ce truc un peu de quête de démonstration hein, dont je suis pas du tout dépourvu. Et à un moment, j'ai pris une claque. Je me suis dit, mec, tu vis avec une communauté indigène à 4 heures de marche du dernier village, sans eau, sans électricité, sans réseau, à faire un travail intérieur incroyable. Et toi, tu vas aller faire de l'alpinisme alors que tu vas même pas le faire en France, alors que tu es à 1 heure et demie des Alpes. Et je me suis rendu compte, notre conditionnement touristique aussi, à vouloir cocher des cases, à se dire, ah mais là, puisque je suis là en Colombie, maintenant il faut que je fasse ça, que je fasse ceci, cela. Pour le faire en fait, pour le faire, voire le montrer. Et ouais, là, ça m'a fait lâcher prise sur les cases à cocher de la vie aussi. Quand même, je suis resté méga gouverné par ça. Voilà, et puis à un moment, ça a switché sur non plus le travail du négatif, mais du positif. Parce qu'après le travail du négatif se fait un pagamento, qui est un petit rituel d'offrande à la terre de tout ce travail-là. Et ensuite, il faut charger le positif. Donc, il y a des choses qui changent. Par exemple, se lever le matin à 3 heures du mat, il faut commencer par aller se baigner dans la rivière. Donc là, il fait totalement nuit, nuit noire. C'était la saison des pluies, donc la rivière est devenue un torrent. Et toi, tu es là avec ta pauvre frontale qui a plus de piles, sous la pluie ou sous la pluie qui tombe, la goutte qui tombe des grands arbres immenses de la forêt. Et tu vas te mettre dans le torrent en pleine nuit, tu le devines à peine. Et t'as ce truc méga dur. Et puis en une fraction de seconde, pouah, t'as toute l'énergie vivifiante du lieu, du torrent. Enfin, ce torrent, en fait, cette rivière, pour moi, elle est devenue alliée de mon travail. Enfin, c'est ouf. Et après, aller poser son cul sur sa pierre et travailler le positif. Et là, j'ai eu des choses qui me sont revenues de ma vie que j'avais complètement oubliées. Enfin, voilà, des choses totalement folles et en même temps tellement difficiles, vraiment. Pour moi, c'est important de ne pas faire que l'apologie du Instagrammable de nos voyages et de rappeler que tellement de fois je me suis dit j'allais me barrer, tellement de fois c'était dur, tellement de fois j'étais confronté à Evalisto qui a 8 ans, qui sait équarrir une chèvre, qui sait laver son linge, qui sait ramener les animaux de la montagne, qui sait allumer un feu, qui est capable de pas se plaindre parce qu'il a une écharpe de 3 cm dans l'œil, de s'entailler le talon et sans se plaindre non plus parce que c'est comme ça qu'on vit chez les Arhuaco. Et il avait 8 ans, j'en avais 25 et j'avais l'impression d'être ridicule à côté de lui. Que moi, mes compétences, c'était faire du Photoshop, de la vidéo, de l'architecture d'intérieur. Ça me paraissait tellement ridicule, ça me paraissait tellement superficiel, tellement dérisoire. Franchement, j'ai été confronté à... Je sais même pas comment dire, quoi. J'étais scotché par nos chocs de culture. Et en même temps scandalisé, bien évidemment, par la discrimination donc, que subissent les indigènes. Eux qui vivent dans les très hauts en montagne après avoir été refoulés par le narcotrafic, la situation politique, la propriété terrienne et le capitalisme. Ils ont dû fuir les terres qu'on leur a volées pour aller de plus en plus haut en montagne, donc de plus en plus arides, de plus en plus compliqué pour cultiver, pour vivre. Aujourd'hui, ils font en sorte de pouvoir racheter leurs terres, de pouvoir conserver leur culture, leur langue. Et justement, il y a une asso qui s'appelle Mamoroa, que tient Marc, que j'ai rencontré donc là-bas à ce moment-là, qui découvrait le lieu avec moi, hein, qui aujourd'hui travaille avec eux pour partager leur culture, accueillir les Bunachi comme nous là-bas, récolter des fonds, racheter des terres. Douaviko a créé une école indigène pour que les enfants puissent s'éduquer tout en conservant leur langue. Parce que moi j'ai fait face au post-colonialisme de vouloir occidentaliser, standardiser, conditionner toutes ces cultures indigènes qui se retrouvent perdues entre deux cultures. Parce que moi je vous parle des Arhuacos qui sont encore dans la montagne, mais les Arhuacos en ville, ils sont là aérés en ville, ayant accès à l'argent, la drogue et l'alcool, et qui sont perdus entre ce qu'on leur demande d'être et ce qu'ils ne sont pas, quoi. Voilà. Mon passage chez eux, et au bout de 2 mois chez eux, mon passeport arrivait à terme, donc il fallait que j'aille le faire renouveler. C'est ce qui m'a fait redescendre de la montagne pour renouveler mon visa, en me disant « Ok, je vais rester 3 mois de plus en Colombie ». Ouais, ça avait l'air d'être incroyablement puissant, cette expérience. Enfin, tu l'as exprimé de manière hyper approfondie, c'était hyper intéressant. Et je pense qu'il y aura encore tellement à en dire qui est de l'ordre de... qui peut pas être dit, quoi. Qui est juste ressenti. Donc c'est incroyable, merci. Donc tu es redescendu de la montagne pour aller refaire ton visa. Quelle était la suite de ton voyage? Alors en effet, donc je dois aller refaire mon visa, et en vrai ça se faisait facilement, mais j'avais pas trop envie de le savoir parce que moi j'avais envie d'aller me frotter à la frontière vénézuélienne qui était en conflit à l'époque. Il y avait des gros problèmes dans le pays, hein, comme toujours aujourd'hui. Et donc je décide d'aller à une frontière paumée avec le Venezuela juste
me confronter encore une fois à la réalité de la Colombie. J'arrive à la frontière, il y a des passeurs qui me proposent de faire l'aller-retour dans la journée, je vois des combats, enfin des enfants dans la rue qui se battent, je vois tous les gens qui fuient le Venezuela avec des voitures remplies, pour encore m'imprégner, je sais pas, de ça. C'était ça le voyage pour moi à ce moment-là. Et après, je suis allé sur la côte Caraïbe et j'ai fait beaucoup plus de trucs touristiques à ce moment-là, jusqu'à Carthagène. Et à Carthagène, j'ai pété un câble parce que là, je visitais une ville, carte postale. La carte postale représente 10% de la ville. Et moi, je viens de l'extérieur de la ville et j'ai vu tous les bidonvilles en arrivant, j'ai vu toutes les tentes, j'ai vu toutes les baraques en briques qui s'écroulent et qui s'entassent. Et je trouvais ça tellement hypocrite en fait. Et là, je me suis retrouvé stressé comme je l'ai jamais été pendant mon voyage parce que j'avais mon guide du routard en main et je me disais, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. J'ai jamais autant dépensé d'argent du coup pendant mon voyage. J'ai jamais été aussi stressé. Et, et à un moment, je suis dans une librairie et je rencontre un couple de Français qui sont là à côté et puis on parle et en fait ils me disent leur stress, c'est leurs 2 ou 3 seules semaines de vacances depuis 2 ans. Ils ont décidé d'aller en Colombie, donc déjà d'aller à l'autre bout du monde pour 3 semaines et j'entends que tout est programmé. Tout est programmé, je leur parle du parc Tayrona qui est un parc très connu où il y a beaucoup de monde. Et eux, ils avaient prévu d'y aller là, c'était prévu qu'ils y aillent. Et moi, je leur explique que c'est blindé de monde et de gens avec des enceintes de musique, avec c'est très touristique, bon bref. Et que moi, j'ai fait demi-tour à l'entrée de ce parc jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un, à force de rencontrer les locaux et de dormir chez quelqu'un qui m'a accueilli là-bas, qui me dit, mais il y a une autre entrée, beaucoup plus secrète, beaucoup plus discrète, où il y aura personne. Et je suis passé par l'autre entrée, j'ai été au milieu des singes, j'ai vu une queue de caïman, je suis arrivé sur une plage où j'ai dormi en hamac, j'étais tout seul sur la plage avec une nana que j'ai rencontrée là-bas, on était deux. Mais c'était incroyable. Et donc je leur parle de ça, ils me disent ah ben non on peut pas parce qu'on a déjà pris les billets, puis en fait le bus il arrive là-bas et puis après on repart. Et en fait j'apprends qu'ils ont tout programmé jusqu'au au trajet en bus et je sais même pas que c'était possible en Colombie. En Colombie aucun bus n'est à l'heure, je ne sais pas comment c'est possible de réserver ces trajets de bus, ça me paraissait improbable alors que là-bas tu t'arrêtes un bus sur l'autoroute si tu as envie parce que tu veux monter dedans quoi. Et ça m'a paru lunaire et j'ai vu à quel point ils ne profitaient pas de leur voyage, à quel point ils cochaient les cases de leurs vacances mais ne vivaient pas leurs vacances. Et là ça m'a rappelé que c'est ce que j'étais exactement en train de faire. Et j'étais dans des auberges de jeunesse avec des jeunes qui venaient pour faire la teuf et prendre de la coke. Et pas du tout quelque chose que je critique, mais en tout cas pas du tout quelque chose qui m'a animé à ce moment-là. Et moi je revenais de chez les Arhuaco, paumé pendant 2 mois. Et là je me dis mais c'est pas là que je veux vivre. Je veux vivre avec Mamita, donc la petite mamie que j'avais rencontrée au quartier, à Las Colonias. Et là, j'enchaîne les bus, les trajets. Je fais 26 ou 27 heures de trajet en one shot par 4 bus, des éboulements de terrain, des demi-tours. Je sais même pas où est-ce que je dois descendre pour aller à Las Colonias. J'arrive de nuit. J'avais plus de batterie sur mon téléphone, mais tous les alignements se sont faits. Et là, je débarque à Las Colonias en pleine nuit. Personne ne savait que je revenais quasiment. Et les gens, mais Geoffrey, mais t'es là, nanana. J'avais laissé mes affaires chez Mamita, mais je pensais pas revenir comme ça. Et je vais la voir et je lui dis, Mamita, est-ce que tu es d'accord pour que je vive chez toi? J'ai envie de vivre avec toi. Donc Mamita, elle a 70 ans. Et elle me dit, et oui, pour elle, c'était oui, quoi. J'étais un peu son petit-fils finalement. Et c'est là où je suis devenu habitant de Las Colonias. Et là, je t'en parle avec beaucoup d'émotion. Je pourrais avoir les larmes aux yeux parce que c'est devenu ma famille là-bas. J'ai été accueilli comme son petit-fils. Les voisins, c'était mes voisins. Et les parents des enfants que j'aidais à l'école, c'est devenu mes oncles et tantes, quoi. Et vous le voyez pas, mais Anthony a les larmes aux yeux. Et, et moi aussi, même si elles sont loin, cachées. Et ça a été trop beau, ça a été un moment Ça, c'était pour moi mon voyage. Je m'assieds devant le porche de Mamita et avec elle, on faisait rien. On buvait une tisane. Et elle aimait trop que je lui fasse du thé, elle s'en faisait jamais. Il boit du café tout le temps là-bas. Et elle aimait trop le thé, mais elle s'en achetait jamais. C'était trop cher, c'était pas accessible. Et moi, je lui faisais du thé, on buvait notre thé, on trempait nos biscuits dedans et rien de plus. Et moi, je me disais, putain, c'est ça que je kiffe là. Je suis sur une maison, dans un bidonville, entre guillemets, où personne voudrait vivre. Et moi, c'est ça que je kiffe. Et, et voilà, et puis je me suis mis à faire des fresques sur les maisons, à peindre avec les gens. C'est là où j'ai compris qu'en étant moi-même, je transmettais le plus ça. Gandhi disait, il faut être le changement qu'on veut voir dans le monde, et j'en avais la preuve. Par exemple, je continuais mes méditations du matin avec les Arhuacos. Je restais connecté avec eux par des objets qu'ils m'avaient transmis. Donc le matin, je me levais à 3 4 heures du mat et j'allais méditer jusqu'au lever du soleil. Et les petits jeunes de la famille, ils me disaient, mais Geoffrey, tu fous quoi à 4 heures du mat? Je leur explique. Ils me disent, ah, demain tu nous réveilles, on veut venir avec toi. Moi j'ai un peu honte des fois de parler de méditation et tout, c'est un peu old school. Enfin c'est ouais, c'est un peu cliché.
Et donc le lendemain, je les réveille à 4h30, ils viennent, ils s'assoient, et puis ils restent 1 heure, ils retournent se coucher. Et quand je les vois au petit-déj, ils me disent «Oh Geoffrey, c'était trop bien, demain matin, tu nous réveilles». Et en fait, pendant 3 4 jours, ils sont venus avec moi, 1 heure, 2 heures, et j'hallucinais. Je leur expliquais un peu quoi faire, comment. Et j'hallucinais, je me disais, mais c'est pas possible. Et en fait, ça a duré 4 jours. Mais mais il y a un truc qui a été transmis, quoi. Et ça, c'est pour toute la vie après. Le fait de manger sainement, tu vois, j'en parlais tout à l'heure. Moi, je vais me faire des salades, de pas mettre du sel, de l'huile, du sucre dans tout, de pas manger de viande. Au début, c'est un peu dur, et puis après, je me faisais mes trucs. Et les gens, ils adoraient, ils sont mis à adorer mes salades. Et quand j'allais dans des familles et tout, que je passais, ils me disaient «Oh Geoffrey, tu pourras nous faire une salade?» Et donc les gens se sont mis à manger des légumes, avec qu'ils ont de ouf, tu vois, là-bas, avec le climat, de l'avocat, avec un peu d'huile, et à moins salé. Et que moi, je leur faisais pas du tout la morale, tu vois. Juste, ils se sont aperçus que c'était bon, quand même, sans aller bouffer des sneakers et des glaces. Et les enfants, au début, ils y touchaient pas, puis ils ont vu que tout le monde aimait ça, alors ils se sont mis à manger. Puis les enfants qui aimaient pas l'avocat, qui aimaient pas ça, bah, ils se sont mis à manger des légumes. Et moi, je leur demandais rien, tu vois. Mais en étant qui j'étais, il y a un truc qui changeait. Et un exemple de ouf que j'ai, c'est un jour, en m'étirant le soir, comme j'ai l'habitude de faire, Mamita, elle se penche et elle touche ses pieds. Mamita qui a 70 ans. Et là, on a les petits-enfants qui sont là, ils sont là, mais Mamita, mais t'es super souple, c'est pas possible. Donc ils sont allés chercher tous les autres petits cousins de les maisons d'à côté, machin, venez voir Mamita et tout. Et là, on s'est retrouvés avec tous les petits cousins dans la cuisine, à s'étirer, tous ensemble, et à halluciner de Mamita et de sa souplesse. Et c'est tout con, c'est arrivé une fois, mais tu vois, il y a un rapport au corps, à la santé, à la condition physique bah, qui est transmis. Et ça, bah, c'est pareil, c'est pour toute la vie une expérience après. Voilà, donc Las Colonias, ça devient un peu ma maison. Et de fil en aiguille, encore une fois, je rencontre Juan Carlos, qui lui est un guérisseur, qui vit lui au sud de la Colombie, aux portes de l'Amazonie, à qui je demande également si je peux venir découvrir sa culture, son territoire et son travail, et il me dit que oui. Et à ce moment-là, je suis donc au bout de mes 3 mois de voyage, et il y a une petite histoire drôle, c'est que je réalise que là, un matin, je me lève chez Mamita, et je me dis, mais aujourd'hui, c'est mon vol retour pour la France, et j'avais complètement oublié. Et là, je me dis merde, merde, merde. Je prends mon téléphone, je cours à un point Wi-Fi dans le quartier. Il y a un point Wi-Fi il y a des points Wi-Fi développés par le pays. Et je me connecte. Et j'étais déjà rentré en contact avec l'agence de voyage. Puis j'avais oublié, zappé et tout. Et là, je me dis mais putain, mais quelle heure il est en France? Mais en fait, c'est à quelle heure il est mon vol? Et, et à quelle heure c'est en France? Est-ce que l'agence elle est ouverte? Et je leur renvoie un mail pour demander si je peux décaler à la veille de Noël, pour rentrer la veille de Noël et faire la surprise à toute ma famille et mes amis. Et là, je suis en stress total. Il y a une part de moi qui a envie de rentrer, parce qu'en vrai, je vous parle de choses trop belles, mais c'était méga dur, encore une fois, de vivre dans ce quartier, de vivre dans ces conditions-là, et tous les jours d'être dans la survie presque. Euh, c'est dur aussi, au bout d'un moment, on veut revoir sa famille, on veut revoir ses amis, on a le manque de. Quand même, je suis pas forcément particulièrement attaché, tu vois, je vois que après tout ça, je vois comme c'est beau ces liens aussi, même si c'est des gens avec qui on n'a pas forcément tant d'affinité. Donc il y a une part de moi qui a grave envie de rentrer maintenant que c'est possible, et une part de moi qui se dit mais attends, mais je pourrais rester encore, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? J'étais vraiment pas bien. Et je me suis dit bah ça va dépendre de la réponse de l'agence. Si je rentre, à condition que je puisse aller choper mon vol, hein. J'étais à je sais pas combien d'heures de Bogota, enfin. Et si je rentre pas, bah, si je peux décaler, bah, je décale. Bon, j'ai pu décaler, moyennant 200 balles ou 250 balles. Et là, j'ai eu un truc en moi, tu vois, tous ces conditionnements qu'on fait que naître en moi pendant mon voyage, dont je parle pas beaucoup aujourd'hui, mais qui a été le fondement de mon voyage. Là, c'était, mais mec, c'est quoi ce caprice? Tu dépenses 200 balles comme ça pour rester en voyage. C'est un caprice de riche. Tu ferais mieux de rentrer et travailler, parce que pendant tout mon voyage, j'avais ce truc de moi, je suis en vacances, c'est pas légitime. J'ai cette culture méritocratique de travailler, de souffrir au travail pour mériter mon dû. Ouais, franchement, tout mon voyage, j'avais dans ma tête la voix de mes potes méga conditionnés à ça, de mes oncles, de ma famille, de mes amis qui sont à fond dans le travail et dans le fait de souffrir au travail et de valoriser ça. Et je me sentais tellement pas légitime à faire ce que je faisais. Mais bref, du coup, j'ai décalé mon vol et je pars pour rejoindre Juan Carlos au sud de la Colombie. Et en route, il y a le désert de la Tatacoa, qui est un tout petit désert. Et en lisant Sarah Markey, qui est une exploratrice contemporaine en tout cas que j'apprécie beaucoup, qui est moins démonstration de testostérone que Mike Horn par exemple, dont je me suis un peu éloigné. Elle vulgarisait beaucoup sa traversée du désert australien notamment, et je me suis dit mais pourquoi est-ce que moi je pourrais pas faire pareil à mon échelle? Et quand j'avais vécu un peu au Chili, j'avais vécu en van au Chili et j'avais été dans le désert d'Atacama, le désert le plus aride du monde en van, et j'y étais resté des semaines entières. J'avais vécu dans le désert. Et là, le désert de la Tatacoa, en Colombie, je voyais que c'était un truc qu'on faisait en une journée, en tuk-tuk, sur une piste. On faisait l'aller-retour, on prenait nos photos Instagram et on repartait. Je me disais, mais c'est pas ça que je veux vivre, moi.
Et donc je prends Google Maps en hors connexion, tu vois, en vue satellite. Je devine à peu près la distance que fait le désert à vol d'oiseau. Et là, je prends mon sac à dos, je prends ma boussole, mon téléphone enregistré en hors connexion, la carte, tu vois. Et je me dis, vas-y, go. Je vais en bas du désert. En haut, j'ai l'impression qu'il y a un petit village. Et je traverse. Je vais au nord, plein nord. Et si je vois que c'est possible, je le fais. Et si je peux pas, bah, je fais demi-tour. Je veux dire, pour le quelques kilomètres qu'il y avait à faire, tu vois, j'avais un peu ce truc de culture. 3 jours sans boire, si j'ai plus d'eau, bah, je fais l'aller-retour, je fais demi-tour. Et puis, je serai en mauvais état, mais je vais survivre, tu vois, si jamais il y a un problème. Et donc, j'ai un peu ce truc de est-ce que c'est possible? Et surtout, en fait, plus que ça, j'étais persuadé que c'était possible. La conviction, en fait, vouloir faire un doigt d'honneur à tous ces trucs qui me disent c'est pas possible, on n'a pas le droit, c'est pas marqué dans le guide du routard, c'est dangereux, c'est un désert, juste ce mot-là, en fait. Alors que franchement, aller traverser le plateau d'Ambel dans le Vercors en plein été, c'est un désert, quoi. Bon, bref, et j'y suis allé, j'étais un touriste total, j'avais 32 kilos sur le dos. Et, et je traverse ce désert avec tellement d'inutilité dans mon sac en essayant de. C'était très vallonné, très canyon, et du coup je jetais mon sac, après je sautais, ensuite je trouvais un endroit pour remonter, ou des fois je descendais mon sac avec une corde, et puis après je me suis dit non, sois plus intelligent, bon, je vais devoir contourner les canyons, et je me mettais à l'abri aux heures les plus chaudes de la journée. Euh, voilà, plein de petits trucs comme ça. C'était dur, hein, c'était vraiment exigeant, je suçais un caillou pour pas avoir trop soif, et saliver. J'ai découvert une oasis, j'ai traversé la ferme d'un fermier perdu au milieu du désert, tu sais, avec le crâne marqué par le soleil, la sueur et la crasse sur sa rocking chair avec son toit à moitié écroulé. Enfin, c'était des scènes de film. J'ai failli perdre mon bivouac. La nuit où je bivouac, je vais pour essayer de trouver un filet d'eau pour me rincer. Et je trouve rien. Je me dis, t'es trop con, Geoffrey, pour ton caprice. Et là, je me retourne et bien évidemment, je vois plus mon campement. Et je me dis, putain, il est où? Et je suis myope et j'ai pas de lunettes en plus. Et du coup, vraiment, j'étais là, mais t'es trop con, putain, t'es trop con. Mais avec les arhuacos, j'avais commencé à me reconnecter au pistage, tu vois, à un peu identifier les branches, les trucs, les cailloux déplacés. Et tout doucement, sans m'exciter, petit à petit, à chaque buisson, je me disais, ah c'est là-bas, ah non, ah c'est là-bas, ah non. Et petit à petit, j'ai revu mon sac au loin. Et là, je me suis dit, ah putain, yes, merci. Donc bon, j'ai pas perdu mon campement ce soir-là, mais c'était pas loin. Et puis voilà, en 2 jours, en fait, enfin, je me suis blessé au genou, un syndrome de l'essuie-glace que j'ai traîné longtemps à cause du poids de mon sac à dos. Et donc j'ai dû après tirer plein est pour rejoindre une piste et faire du stop et rentrer à l'arrière d'un camion. Parce que je pouvais plus marcher. Mais voilà, expérience intéressante de qu'est-ce que j'allais chercher là-dedans. Est-ce que c'était de l'ego? Est-ce que c'était de la quête de démonstration pour les autres, pour moi-même? Est-ce que c'est pour emmagasiner de l'expérience sur un sujet qui me parle? Je me demande vraiment pourquoi j'ai fait ça. Je pense qu'il y a vraiment de la démonstration. Je pense que j'ai envie de le dire, tu vois. À chaque fois que j'en parle, je suis très fier de cette expérience. Il y a vraiment un truc de cocher la case 2, tu vois, de l'explorateur, de cette identité que je me créais et que les gens avaient de moi. Et après ça, j'ai rejoint Juan Carlos aux portes de l'Amazonie, donc un guérisseur traditionnel, comme il en reste plus beaucoup par là-bas, parce que bah, le christianisme et le colonialisme font toujours ravage. Et voilà, il est ce qu'on appellerait un chaman, même si eux n'utilisent pas du tout ce mot-là. Moi, je ne l'ai jamais utilisé. Et je découvrais avec lui l'usage des plantes médicinales dans tout son panel de soins, de cérémonies, de soins énergétiques et spirituels pour le territoire, de cérémonies sous plantes psychotropes, un sujet dont on pourrait parler pendant des heures, de l'usage de ces plantes-là, des plantes sacrées que sont le tabac et bien d'autres, cacao, ayahuasca, ayahe, San Pedro, et plein d'autres de ces plantes que des fois nous on stigmatise de drogue ou d'addiction. Mais là je découvre encore une autre approche de la spiritualité. Et voilà, je vis je sais même plus combien de temps, plusieurs semaines avec lui là-bas, avec sa famille. Et ça a été aussi très dur pour plein de raisons. Et suite à ça, on se rapproche de Noël, donc je rentre à Las Colonias pour dire au revoir à tout le monde. Là, ça a été émouvant comme jamais, comme rarement je l'ai été. En partant de voir des mamans d'enfants que j'avais jamais vus, les parents, parce qu'ils travaillaient à la mine ou quoi, et qui pleurent en me disant au revoir parce que c'est grâce à moi que leurs enfants ont réussi leur année scolaire, parce qu'ils sont mis à dessiner, parce que c'était tellement émouvant, des parents qui deviennent mes parents en fait, alors qu'on s'est vus 2 jours avant que je rentre. Les au revoir avec Mamita. Voilà, je laissais une maison et je le dis avec beaucoup d'émotion. Vraiment, je laissais une maison que je savais que j'allais revoir un jour. Je le voyais pas comme des adieux, mais en tout cas, je leur disais, vous serez toujours avec moi parce que vous faites partie du reste de ma vie là. Tout ce que je vais vivre maintenant dans le futur, je vais le vivre grâce à vous. Toute la personne que je vais être, je vais l'être parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu avec vous. Et vous serez du coup toujours avec moi. Vous faites partie de ma vie maintenant.
J'ai laissé un énorme dessin sur la façade de Mamita, une fresque qui représente un condor et un aigle, parce que Juan Carlos, là, dans la culture amazonienne, ont un mythe qui est la rencontre entre l'aigle et le faucon. Pas un condor, pardon, du coup un aigle et un faucon. Le faucon représentant les populations occidentales et l'aigle, population indigène. Et eux, ils ont un mythe qui dit que ces deux oiseaux vont se rencontrer pour vivre en équilibre. Et du coup, en dessinant ça sur la façade de Mamita, il y avait un peu ce symbole-là, de ces deux oiseaux qui se rencontrent avec au milieu le symbole du soleil indigène. Et suite à ça, je suis allé prendre l'avion avec un mood d'un conquérant, mais d'un conquérant de soi, vraiment. J'étais rempli de confiance, de gratitude, d'une énergie qui était phénoménale. C'était un autre Geoffrey qui rentrait, quand bien même c'était la même enveloppe physique. Et puis je débarque, en plus de ça, très drôle, le soir du 24 décembre. Une seule personne était au courant pour venir me chercher à l'aéroport. Et ensuite je fais le tour pendant la nuit des copains et de la famille pour leur dire « Oh, c'est moi, je suis rentré ». Voilà, ça c'était un beau moment aussi. Voilà, cher Anto, le récit de ce premier voyage, de ces 6 mois en Colombie. Waouh, que dire après cette histoire? Franchement, ouais, comme tu dis, ça m'a mis les larmes aux yeux. Enfin, c'est si intense, si beau et tout. Enfin, je pense ce qu'on peut voir, même en toi, là, maintenant, quand tu parles, toutes les transformations que ça a pu avoir, quoi. Enfin, t'es habité aussi par ça et ça se voit. Et merci de nous le transmettre. Franchement, c'est incroyable. Du coup, tu reviens en France. Tu reviens en France et là, qu'est-ce qui se passe? Parce que faire un voyage comme ça, comment s'est passé le retour? Enfin, est-ce qu'il a été brutal? Enfin, comment ça s'est passé? Non, pour moi, le retour était très équilibré, justement. Souvent, on me dit ouais, ça doit être trop dur de rentrer après ça, parce qu'on idéalise le voyage, parce qu'on n'aime pas nos vies quotidiennes. Euh, pour moi, c'était tellement équilibré, c'était triste de partir et content de rentrer. C'est ce que je trouve l'idéal. Parce que triste de partir, ça veut dire que j'étais bien. Content de rentrer, ça veut dire que je suis content de rentrer, que je suis bien où je vais rentrer, que je devais rentrer. Donc j'étais content en fait, de retrouver l'environnement d'avant avec la nouvelle personne que j'étais. Ça, c'était phénoménal. Même si, il y avait du coup un gap énorme avec ma famille, mes amis. Ça fait trop du bien de voir le témoignage d'autres personnes qui rentrent de voyages transformateurs comme ça et qui se sentent aussi en décalage à leur retour. C'était trop dur de faire comprendre qui j'étais, de faire comprendre mes valeurs, de trouver ma place dans un environnement qui me correspondait plus, de me lever encore pendant longtemps à 4 heures du mat, donc de me coucher tôt, de prendre des douches froides, d'aller faire des randos pieds nus, d'aller me confronter au froid, à la pluie, de m'en foutre d'être trempé. Chez moi, j'ai accroché un hamac dans ma chambre et en fait très vite j'ai même plus dormi dans le hamac pour dormir dehors, je dormais dans l'herbe. Après j'ai eu une obsession aussi de devoir vivre comme les Arhuacos, de me dire si je suis pas capable de vivre comme eux, je suis nul en fait, je dois être capable. Là je commence à être de plus en plus obsédé par la vie rustique en fait. Et chez mes parents je dormais dans l'herbe, juste avec un matelas sous mes fesses et mes épaules, un demi matelas quoi, de camping. Il y a le chat qui dormait avec moi, je me souviens, et je devais être capable en fait pour moi d'être bien comme ça. Je me suis fait beaucoup violence au point de m'en épuiser aussi, de me faire du mal. J'allais bivouaquer avec le minimum, marcher avec des sandales de lanière de cuir qui me cisaillaient les chevilles, mais je m'en foutais. Euh, Aller me baigner dans la rivière en hiver. Ouais, ça a été assez. Bon, aujourd'hui, je commence à nettoyer tout ça, mais en vrai, je me suis fait mal. Mais du coup, en rentrant, j'avais plus de chez moi. Et c'est comme ça qu'est né ce projet de Tiny House dans lequel je vis. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des maisons en général en bois écologique construites sur des châssis de remorques, donc qui sont relativement petites et qu'on peut déplacer. Et donc, j'ai plus de chez moi et en même temps, je veux pas redevenir dépendant de nos grandes maisons. Chez Mamita, on vivait à 7 dans une maison qui est aussi grande que le salon de chez mes parents. Je dis, mais c'est indécent, c'est hypocrite même. Je me rendais compte qu'on échangeait nos temps de vie contre nos mètres carrés, contre un loyer, contre des charges, contre des réparations, de l'entretien, un budget, un prix. Je trouvais ça hallucinant. J'allais chez mes voisins, chez mes cousins, une entrée. Ils ont une entrée, tu vois, une entrée. J'avais pas vécu ça depuis longtemps, une entrée qui sert à rien parce que les gens rentrent soit par la baie vitrée du salon, soit par la porte du garage. Personne n'utilise ces entrées dans ces maisons-là.
qui ont toutes le même modèle là. L'entrée, elle sert à foutre un tapis de course que personne n'utilise non plus. Et je pense à toutes les ressources qui sont utilisées pour ce 3 mètres cubes qui sert à rien. Enfin bon, bref. Ça me faisait halluciner. Moi, j'étais en colère en tant qu'architecte d'intérieur que des gens conçoivent ça. Et donc, pour toutes ces raisons-là, aussi des envies de plus vouloir être dépendant géographiquement d'un habitat, pouvoir me déplacer avec, parce que l'habitat, aujourd'hui, je le voyais comme un abri, un cocon sur Terre, tu vois, un lieu de sécurité. Je voulais plus devoir le laisser si je devais bouger. Et je voulais plus ne pas saisir des opportunités à droite et à gauche parce que je suis figé quelque part. Donc du coup, le projet Tiny House est né assez facilement de ça. Et en plus, il y avait un concours en même temps qui tombait, donc je me suis dit, vas-y, go, opportunité, alignement. Et donc j'ai commencé à dessiner ma Tiny et de la dessiner de manière open source, c'est-à-dire que je partage gratuitement sur Internet un nombre de contenus énorme pour permettre à chacun, chacune de construire des Tiny, construire sa Tiny, y avoir accès et faciliter de plus en plus l'accès à des habitats qui soient plus éthiques. Même si la Tiny répond pas à tout et que c'est surtout pas parfait, hein, je le prône pas, mais en tout cas de partager ça pour moi. En tant qu'archi d'intérieur, j'ai galéré à trouver comment construire autrement éthiquement. Les informations manquent, les exemples manquent. Donc moi je me suis dit, si demain il est aussi facile de construire des tiny que de construire des maisons polluantes en béton, ben, on n'aura aucune raison de continuer de le faire. Donc je me suis dit, j'apporte ma pierre à l'édifice comme ça. Donc là je me lance dans la construction de ma tiny. J'ai commencé à écrire un carnet de voyage sur le voyage que je venais de vivre, parce que j'ai commencé à le partager sur les réseaux, j'ai vu que ça touchait les gens, alors que ça me faisait peur moi de partager tout ça, cette intimité, cette sensibilité. Et je me suis aperçu que les gens, ça leur faisait trop du bien parce que j'avais des messages qui disaient mais ça fait trop du bien de voir qu'on n'est pas les seuls à galérer dans la vie, sur les questionnements, parce que ça fait du bien de voir un voyage qui soit pas juste un idéal YouTube ou Instagram, et la réalité des difficultés, des pleurs, des crises. Et puis ça fait du bien des mecs qui me disaient, moi, ce milieu méga viril dans lequel j'ai grandi, ça fait du bien d'avoir un mec qui pleure, qui parle de ça, qui parle de sa sensibilité, de ses peurs. Moi, ça me paraît évident aujourd'hui où j'en suis, tu vois, dans mon parcours du masculin. Mais, euh, mais à l'époque, c'était inenvisageable. Et même moi, de partager ça, je pensais à tous mes potes qui allaient lire ça. Déjà. C'est pour ça que j'ai toujours été un peu sauvage aussi. C'est parce que je me suis pas senti à l'aise dans mes groupes sociaux. Et en fait, j'avais des mecs qui me disaient merci de partager ça. Et je me suis dit, ok, faut continuer de partager. Et donc, j'ai écrit ce carnet de voyage pour ça. Mais en même temps qu'il y avait plein d'autres trucs derrière, hein. Il y avait toujours une quête égotique, hein, j'imagine. Il y avait plein de raisons. Et puis ce projet, il a pris un peu d'ampleur. Et puis en fait, c'est devenu un très bel objet, un très beau livre qui a fini par être auto-édité. Mais j'y connaissais rien, quoi. Je suis parti comme un touriste encore, hein, comme avec mes 30 kilos dans le désert. Mais je voyais des gens, je découvrais l'univers du carnet de voyage. Je savais même pas qu'il y avait un univers en fait. Je savais même pas qu'il y avait des salons du carnet de voyage. Je savais même pas qu'il y avait des carnétismes avec des dogmes de c'est comme ça qu'on fait un carnet de voyage. J'ai rencontré grands carnétistes plus tard qui me disaient mais Geoffrey, comment. Je leur racontais quelle stratégie j'avais eue en sortant mon carnet de voyage, c'est-à-dire aucune. Et ils se foutaient de ma gueule. Ils me disaient putain, mais Geoffrey, t'as fait ça, mais comme ça. Voilà, et en même temps, je me trouvais trop nul, quoi, déjà de faire un carnet de voyage. Tu vois, c'était pas légitime. Je pensais encore à ma famille. Tu fais quoi, Geoffrey? J'écris un livre. Qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est une activité de gonzesse ou de PD, tu vois. Et ensuite, c'est pas rémunérateur. Et ensuite, c'est quoi? Enfin, pourquoi tu fais ça? Et pareil, construire ma tiny, c'est une roulotte de gitan pour la plupart. C'est un truc. C'est pas une maison en dur. Voilà, c'était dur en fait de trouver sa place là-dedans. Donc en général, je ferme ma gueule, tu vois, je fais mes projets de mon côté. Et moi, j'avais une lubie, c'était que je croyais qu'en 3 mois, j'allais construire ma tiny en open source, donc avec des vidéos YouTube, du montage, des contenus de ouf, écrire le livre, l'éditer, le vendre et repartir en Colombie avec en 3 mois. Et en parallèle, j'étais prof dans des écoles à Lyon, enfin laisse tomber. Et j'étais persuadé, hein, c'est là où je me rends compte de ma psychose ou de ma névrose, que en 3 mois, je pouvais faire ça. Bref, au bout de 6 mois, je me dis, oh, il faudra peut-être 6 mois, tu vois. Et en fait, j'ai mis 2 ans, et encore 2 ans, c'est rien pour dessiner ma tiny, la construire, vivre dedans, faire le carnet de voyage, l'auto-éditer, en vendre, faire des salons, donner des cours à Lyon. J'étais encore un peu archi, graphiste à droite à gauche. Mais voilà, après j'ai bougé dans la Drôme parce que c'est là que j'ai construit ma tiny, grâce à une asso qui loue des places dans un grand hangar pour ça. Et c'est là j'ai commencé à changer de vie aussi. Parce que j'ai commencé pour la première fois de ma vie à être avec des gens qui me correspondaient vraiment en fait. Je me souviens que mon choc, ça a été de me dire waouh, je suis avec des gens bienveillants. Je savais même pas que ça existait. D'aller en soirée et de pas te poser de questions sur le jugement, sur comment tu t'es sapé, comment tu vas danser, comment tu vas te comporter. Juste des gens bienveillants. Waouh, waouh, franchement, ça m'avait fait un choc. Euh, Aucune crasse n'est faite, sinon des blagues avec des personnes qui sont ouvertes à ça et qui sont de l'amour en fait. Enfin, waouh, j'étais scotché.
Finalement, ma tiny aujourd'hui, je pourrais la perdre, que j'aurais rien perdu parce qu'elle m'a amené ce cercle social-là, ce cadre de vie dans lequel je vis. Et aujourd'hui, c'est marrant, je suis revenu vivre dans le village dans lequel j'ai construit ma tiny. Alors que j'ai bougé après en Ardèche, j'ai bougé plus au sud de la Drôme. Et finalement, là, je suis là avec Clément, qui est aujourd'hui mon super coloc et compagnon de vie. C'est incroyable. Donc, tout ça découle de la tiny, qui découle du voyage, qui découle de toute la frustration d'avant, qui découle de ma relation avec mon père, qui découle de ma prise de conscience à 20 ans, qui découle de mon parcours scolaire méga rangé, qui découle de ma sensibilité et empathie, qui découle aujourd'hui à 30 ans, je comprends, devine de ma santé mentale et de mon neuroatypisme et peut-être des troubles auxquels je suis sujet et sur lesquels j'essaie de me faire diagnostiquer. Enfin voilà quoi. J'ai l'impression que, en t'en parlant, que les pièces du puzzle sont en train de s'assembler. C'est marrant. J'aime bien voir ce truc-là de la vie, c'est pas d'un point A à un point B. Enfin, si, c'est d'un point A à un point B, mais c'est pas droit, quoi. On passe par tout l'alphabet et tous ces et plus encore. Et c'est trop. Moi, ce qui me passionne, c'est de voir que là où on en est aujourd'hui, ça tient à tous ces hasards de la vie. Et à un moment, on est en plein dedans, en plein dans les tourbillons du torrent de la vie. Des fois, c'est même des chutes d'eau et des cascades énormes. On s'écrase en bas. Des fois, c'est des calmes plats. Mais en tout cas, là où on en est aujourd'hui, ça découle de tous ces endroits qu'on a dû traverser. Et dans les rapides, ça sert à rien de vouloir se débattre, il faut se laisser aller, faut y aller. Il faut se laisser couler dans les rapides et au contraire les descendre en faisant attention à sa tête. Et une fois que les rapides sont finis, bah, on a un calme plus plat. Et puis des fois, bah, ça reprend. Ça s'arrête jamais, ça avance tout le temps. Voilà, le retour en France. Donc là, dans la temporalité de l'histoire, on est en 2022. Et là, je me rends compte que ça fait 1h15, 1h20 qu'on enregistre et c'est pas du tout la fin de l'histoire. Donc je pense qu'on va faire un deuxième épisode, on va l'enregistrer de suite. Et parce que je pense que tu as encore beaucoup de choses à raconter. Il y a eu l'après, et l'après, c'est que tu es reparti en Amérique latine, tu es reparti en Colombie. Donc là, on va couper pour cet épisode et on va se retrouver prochainement pour la suite, quoi. Si ça te va. Avec plaisir, Anto. Du coup, on se retrouve dans le prochain. Génial, et à tout de suite et à bientôt pour celles et ceux qui nous écoutent. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le second volet des immersions de Geoffrey en Colombie. D'ici là, porte-toi bien et n'hésite pas à partager autour de toi cet épisode. Ciao ciao. Nous voici à la croisée des chemins. L'occasion de se rendre compte qu'il n'existe pas de voie toute tracée quand on parle de voyage engagé, mais bien d'une pluralité de vives voies. Ce témoignage peut-il nous inciter à nous mettre en mouvement à notre tour ? Faire du voyage un outil pour se reconnecter au vivant et agir ensemble ? Un nouveau départ nous attend. Alors, faisons le premier pas.